La facture, émission 642. Aujourd'hui, on ne sait pas question de ça. Logement construit sur des dépotoirs à Montréal. Des citoyens abandonnés. Chantal Savoie gagne son combat et obtient justice. Ma vie a été chambardée à cause de ça. Aussi, achat virtuel, qui est responsable de la livraison? Bonsoir, bienvenue à La Facture. En décembre dernier, nous vous avons parlé d'une catastrophe potentielle pour des milliers de citoyens de Montréal. Leurs logements, leurs maisons sont construits sur d'anciens dépotoirs dont certains contiendraient peut-être des matières toxiques. Montréal le sait depuis 1994 et ces informations ont été gardées secrètes jusqu'à la diffusion de notre reportage. Vous allez le voir, les citoyens sont de plus en plus inquiets. « 1935. Un avion survole Montréal et capte ses photographies d'anciennes carrières. Êtes-vous surpris de la grandeur là, de la carrière? Ben oui. Je trouve ça immense, je n'en viens pas. Ça a été comblé, mais ils n'ont jamais pensé aux conséquences par la suite. C'est des vidanges qui entourent de ça. 1950. D'autres images de carrière aujourd'hui disparues. Je pense que la Ville a le devoir, la responsabilité de nous informer sur de quoi est constitué le sol. Étiez-vous au courant quand vous avez acheté qu'il y avait une carrière? Là? Non, pas du tout. Personne ne le savait. Ça a été votre reportage, ça a été le rapport de 94 qui est sorti. La Ville s'est fait pogner des culottes baissées avec ça. Retournons à la diffusion du premier reportage. La facture révèle que sous le parc Baldwin à Montréal se trouve un ancien dépotoir qui couvre un vaste secteur résidentiel. Parmi ces résidences, celle de Benoît Fortier. Nous le retrouvons 4 mois plus tard, toujours sans nouvelles de la ville. On voit que ça traîne depuis 4 mois. C'est quelque chose probablement qui est une patate chaude pour eux autres. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en arrière. Il a besoin d'aide pour la décontamination qui lui coûtera plus de 2 millions de dollars. 3 mois après le premier reportage, notre drone survole un autre secteur, le parc Rosemont. On arrivait à un genre d'escalier. Il y avait un petit cap de roche, là, en coin. Là. Jean-Pierre Gervais, inquiet, nous contacte. Il vit dans ce quartier depuis plus de 60 ans. C'est notre reportage qui lui a appris qu'il y avait peut-être un ancien dépotoir dans le parc à côté de chez lui. On ne sait pas question de ça. Puis ça, on aimerait bien savoir. La facture aussi veut le savoir. Pour obtenir les documents que détient la Ville, nous frappons à plusieurs portes et formulons une demande d'accès à l'information. Des citoyens qui habitent près du parc se réunissent chez Jean-Pierre Gervais. Bonjour, rentrez. Là. Moi, je paye des taxes sur une valeur de maison qui peut-être n'est pas la bonne. Puis lorsqu'on achète, nous, on avait acheté il y a une quinzaine d'années, puis lorsqu'on achète, ce qui vient nous chercher, c'est le parc. Ouais. Là, tu apprends 15 ans plus tard que le même parc, c'est probablement un terrain qui est contaminé. Donc, ça va faire baisser la valeur? Oui, c'est certain. Ils ont consulté des avocats et entamé des procédures légales contre la Ville. C'est clair et net qu'ils ont été négligents. Donc, c'est à eux de prendre des mesures pour dire après ça de faire le carottage, puis prouver que le terrain est contaminé à un certain pourcentage. L'impact que ça a, c'est à eux de le prouver. Ils ont contacté leur conseiller municipal qui leur a promis d'aller chercher l'information sur leur secteur. Il n'y a aucune raison pour qu'une population, qu'un quadrilatère de citoyens soit pris en otage par un risque de contamination. Le président de la Société pour vaincre la pollution, Daniel Green, connaît bien le problème des anciens dépotoirs. Il nous montre ces résidences de la Salle qui ont dû être reconstruites après la découverte de déchets toxiques en 1985. 465 personnes de Ville-la-Salle, près de Montréal, viennent d'apprendre qu'elles vivent sans le savoir sur un ancien dépotoir contenant des produits dangereux. 14 résidences seront démolies. 125 000 mètres cubes de sol contaminé seront excavés et envoyés dans un autre secteur. Si on trouve une contamination, le précédent de la Salle démontre que l'État doit agir. Le coût, 8 millions de dollars, assumé par Québec et la municipalité. Il y a toujours un risque dans ces sites-là
qu'il y a eu des déchets dangereux déposés. Ma crainte, c'est sur l'infiltration des gaz toxiques et des vapeurs toxiques dans les sous-sols des maisons. Le conseiller municipal Marc-André Gadoury rencontre finalement à huis clos les citoyens du parc Rosemont. Nous l'attendons à la fin de la réunion. Est-ce que vous avez pu donner toute l'information sur les dépotoirs aux citoyens? J'ai un autre rendez-vous avec d'autres citoyens. Là. Je me rends à mon autre rendez-vous. Okay. Donc, pas de commentaires, c'est ça? C'était comme si il marchait sur des œufs. Je ne sais pas trop quoi nous dire. Mais il n'y avait pas nécessairement grande réponse. C'est que là, finalement, on sait qu'il va y avoir du carottage. Il nous a dit qu'il y avait un appel d'offres. Ouais, donc des tests de sol. Oui, c'est ça. Ça va être fait. La Ville a pourtant des documents. Grâce à notre demande d'accès à l'information, nous obtenons le plan de l'ancienne carrière en 1923 et une carte de forage effectuée dans le parc. Si on superpose ce plan sur une carte d'aujourd'hui, on voit que l'ancien dépotoir couvre la moitié du parc Rosemont et s'étend au sud sur une zone résidentielle. Le rapport de forage de 1986 révèle qu'il y a des contaminants dans le sol. Mais on ne sait pas si ça dépasse les normes acceptables. Entre autres, là, il y a des résidus de pétrole, puis il y a également du charbon. Alors, en général, ça peut être des indications de contamination. C'est un choc. On essaie de le rationaliser en disant on est sur le roc, sûrement que ça ne nous touche pas, mais tant qu'on ne sait pas, on n'a pas le choix que d'imaginer le pire. Le pire, c'est surtout pour les citoyens au sud du parc, comme Richard Tremblay, dont la résidence se trouve au-dessus des déchets. Est-ce que vous aviez déjà vu ce plan-là? Non. Puis le fait de voir ça, qu'est-ce que ça vous dit? Je peux-tu en avoir une copie? Peut-être qu'on ne savait pas. Alors, l'information, je la connais aujourd'hui. Moi, je n'ai pas les moyens de décontaminer mon terrain. Nous profitons d'un point de presse sur les 40 ans des Jeux olympiques pour interpeller le maire Coderre. Ils sont en train de ramasser les informations. Quand je vais avoir toutes ces informations-là, je vais vous les donner, mais il n'y a pas de faux fuyants. Là. Tout le monde travaille ensemble pour assurer qu'on puisse donner toutes les réponses. Je ne veux pas donner une réponse, je vais donner toutes les réponses à ces questions. 2 semaines plus tard, l'administration Coderre décide finalement de ne donner qu'une partie de l'information. Elle nous remet seulement les cartes de localisation de 94 anciennes carrières. Et contrairement à ce qu'affirmait le conseiller Gadoury, la Ville ne fera pas de test de sol pour déterminer si ces sites sont contaminés. Je m'attendais à plus du maire Coderre. J'aurais aimé ça qu'il y ait un test de sol quelque part. Cette omerta du silence par rapport aux risques toxiques, on le voit de plus en plus, parce que de plus en plus, le risque toxique coûte très cher à l'État pour le gérer, pour faire le suivi, pour décontaminer et compenser les victimes de pollution. Au bas des nouvelles cartes, la Ville précise qu'elle ne peut garantir l'exactitude des données et se dégage de toute responsabilité. Elle ajoute que la localisation des carrières est indéterminée ou approximative. C'est David contre Goliath, hein? Voilà. Je veux dire, faut pas se leurrer. Je veux dire, ils ont plus de ressources qu'on en a tous ensemble. Là. Il faut que M. Coderre se réveille. Il faut que M. Coderre dise il y a des citoyens qui ont des problèmes, il faut régler les problèmes. Le parc appartient à la Ville de Montréal, donc c'est à eux à régler le problème. On va continuer. J'ai pas l'intention de lâcher, moi je vais continuer. Un porte-parole du cabinet du maire nous a affirmé que, selon ces informations, il n'y a pas de risque pour la santé et la sécurité des citoyens. Mais du même souffle, ce porte-parole nous a avoué que les tests n'étaient pas encore complétés. La facture a aussi appris que ce n'est pas 79 carrières et dépotoirs qui existent sur le territoire de Montréal, mais bien 94. Après la pause, Chantal Savoie s'est battue pour avoir accès à la justice et elle a gagné. Si vous aviez le président directeur général d'Esso devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça se dit pas. Non, mais... Chaque semaine, vous êtes de 2 à 300 à nous écrire pour nous raconter les injustices dont vous êtes victimes. Pour beaucoup d'entre vous, le système de justice, le tribunal, devrait être le lieu où vous pouvez raconter votre histoire et obtenir réparation. Mais vous n'y avez pas accès parce que c'est beaucoup trop cher.
En septembre, nous vous avons raconté l'histoire de Chantal Savoie qui avait décidé de se battre pour obtenir justice. Elle a gagné. Tout commence dans cette station-service Esso de l'Est de Montréal. Ces images proviennent de la caméra de surveillance de l'établissement. Chantal Savoie y entre avec son mari. Dans la vitrine, on voit le reflet d'un employé qui nettoie le plancher à la vadrouille. Au moment de sortir, Chantal Savoie glisse et tombe. J'ai tombé sur mon épaule, puis en fait, tout le côté droit, là. Le mari de Mme Savoie vient à son aide. L'employé de la station-service s'approche lui aussi. Il l'aide à se relever. Elle est sonnée. Il s'excusait que le plancher était mouillé puis qu'il n'avait pas mis de compte. Les images de l'incident nous montrent que l'employé s'éloigne et revient déposer un cône après la chute de Mme Savoie. À partir de cet instant, la vie de Chantal Savoie bascule. La coiffe des rotateurs de son épaule droite est déchirée. On devra l'opérer et lui insérer une vis dans l'épaule. En tout, là, j'ai perdu 1 an et demi d'ouvrage. Aujourd'hui, les gestes les plus ordinaires la font toujours souffrir. Mon mari, lui, était en arrêt de travail à cause du manque d'argent, puis tout ça, on s'est ramassé. Il a fallu faire une faillite personnelle. Après qu'elle et son mari aient tout perdu, elle réclame 40 000 $ à l'entreprise pour perte de salaire et diminution de sa qualité de vie. Mais la réponse que lui fait l'Impérial la choque profondément. On a une offre à vous faire, Mme Savoie. On est prête à vous donner 3 000 $. J'ai dit, là, tu t'essayes de m'offrir 3 000 $. C'est ridicule. On est allé voir une avocate. Elle nous a dit, il y a un minimum de 19 000 $ pour amener cette cause-là en cours. Puis là, c'était la révolte. Là. Je suis sortie de là, puis je me disais à moi-même, mais, tu sais, ils ont gagné. Ils ont gagné. Mais Chantal Savoie est prête à se battre pour obtenir justice. L'occasion va lui en être fournie quelques mois plus tard. Un avocat accepte de la défendre. Là, présentement, là, je suis prête à foncer. Parce que eux autres, là, ils me backent en arrière. Puis je sais que maintenant, je suis plus la simple petite madame une telle, là. Avec le cabinet de Jean-Pierre Ménard, Chantal Savoie réclame maintenant 171 000 $ à Esso Impérial. Elle verse 150 $ par mois à ses avocats. Elle ne pouvait pas faire plus. Bonjour, Mme Savoie. Si elle obtient une compensation, le cabinet en retiendra 30 % moins les sommes qu'elle aura déjà payées. Regardez ça, dans le fond, c'est le cahier de pièces qu'on a produit. L'accès à la justice, c'est le problème de tous les avocats. Peu importe qui on représente. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour minimiser les coûts pour nos clients, minimiser les délais? Si vous aviez le président directeur général d'Esso devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Ça se dit pas. Non, mais... J'y souhaiterais pas de mal. Sauf que qu'il passe juste une journée, une semaine dans ma vie, toute ma vie a été chambardée à cause de ça. Ça n'a pas été facile. Chantal Savoie et ses avocats faisaient face à l'un des plus grands cabinets d'avocats au Canada. Mais ils ont quand même réussi. Cet hiver, ils ont arraché une entente qui a évité la tenue d'un procès coûteux. Enfin, c'est fini. Tu sais, c'est fini. De ne plus avoir de problèmes financiers, parce qu'on a tellement eu de problèmes financiers à cause de ça. C'est plus vivable, c'est plus... on pense plus un peu à nous autres. J'avais une équipe formidable. Maître Ménard, c'est comme 50 % de l'affaire. La facture, c'est un 25 % puis la Chantal, ben, c'est un 25 % encore. Là, tu sais, c'est... Ils ont fait une première offre qu'on a refusée. Ils ont fait une deuxième offre qu'on a refusée. Bonjour. J'allais travailler au bureau après ça. Là. Puis quand j'ai été capable de dire, ils ont décidé de faire des offres. Mais là, les gens me disaient tout, « Ah, ben bats-toi, Chantal! » là, tu sais. Puis ils ont fait une troisième offre qu'on a refusée. Aujourd'hui, Chantal Savoie peut dire qu'elle a réussi tout un tour de force. Tenir tête à une multinationale.
La fierté que tu en retires de ça, là, c'est ça, là, il n'y a aucun prix pour ça. C'est finalement la 4e offre qui a été acceptée. Mais l'Impérial a exigé que le règlement soit confidentiel. Pour moi, là, les clauses de confidentialité, puis je le dis en pesant bien mes mots, c'est un mal social. L'avocat Jean-Pierre Ménard en a souvent fait l'expérience. Ces clauses de confidentialité arrivent à la fin du processus. Et trop souvent, pour enfin parvenir à régler, ses clients acceptent à contre-cœur de se taire. Des fois, les gens ont l'impression que quand on leur impose le silence complet, les gens ont l'impression des fois qu'on achète leur silence. Et les gens se demandent souvent, bien, ça va-tu servir autant si je règle dans des conditions de même? Moi, je pense que c'est pour cacher, c'est pour taire toutes ces affaires-là, c'est pour... c'est même pas pour leur publicité, je pense, là. Eux autres, là, que ça se paraisse à la télévision ou pas, je pense que ça les dérange pas. C'est juste pour les prochaines poursuites. C'est juste ça. Je suis certaine de ça. Chantal Savoie a obtenu justice. Mais son désir le plus cher est que le système change pour que cette justice soit à la portée de tous. Il y a eu bien des choses qui se sont passées là, depuis le règlement. On part, on s'en va en vacances, tout ça. Mais quand je vais revenir, là, j'aimerais ça là, pouvoir essayer de faire bouger la justice un petit peu là, pour dire, là, hey, continuer dans ça, ce chemin-là, puis que ça allait donner un exemple. Vous venez de l'entendre. Les personnes comme Chantal Savoie, qui se battent pour faire respecter leurs droits, sont loin de le faire uniquement pour l'argent, nous dit Jean-Pierre Ménard. Elles le font parce que les poursuites jouent aussi un rôle de protection pour les autres citoyens. Les Chantal Savoie de ce monde luttent pour convaincre leur société que ceux qui agissent mal doivent répondre de leurs actes. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Au Québec, vous trouvez une chambre à louer dans une résidence étudiante, mais le locataire exige un dépôt pour réserver votre place. Vous savez que c'est illégal, mais que faire? Alors, vrai ou faux, les locataires de résidences étudiantes peuvent aussi recourir à la Régie du logement. La réponse après la pause. Vrai ou faux, les locataires de résidences étudiantes peuvent aussi recourir à la Régie du logement. Vrai. À condition d'avoir un bail, la location de chambres en résidence étudiante est encadrée par la Régie du logement au même titre que tous les autres types de logements. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Les achats en ligne se développent à vitesse grand V. Mais bien sûr, comme vous êtes dans le monde virtuel, cette chose que vous avez achetée n'est pas en votre possession au moment où vous l'avez payée. Donc, vous avez payé, vous attendez. Qui est responsable de vous acheminer votre achat? Émilie magasine sur le site Internet d'un grand magasin. Elle y déniche la robe de ses rêves. Elle fait son achat en ligne. Émilie suit, sur le web, l'acheminement de son colis. Mais une semaine plus tard, elle n'a toujours pas reçu sa robe. Elle contacte la compagnie de livraison. On lui apprend que son colis a été laissé chez un voisin. Lequel? Aucune idée. Et des voisins, Émilie en a beaucoup. Elle habite une tour de 50 logements. Elle cogne à la porte de ses voisins immédiats. Aucun, semble-t-il, n'a reçu son colis. Émilie rappelle la compagnie de livraison. On ne peut rien pour elle. La compagnie, lui dit-on, s'est conformée au mode de livraison choisi par le commerçant. En effet, le commerçant prévoyait que le livreur pouvait laisser le colis chez un voisin si la cliente était absente. Émilie a-t-elle un recours? Oui, mais son recours doit s'exercer contre le commerçant puisque c'est lui qui s'était engagé à livrer sa robe. La loi lui permet d'annuler son achat si, après 30 jours, elle n'a toujours pas reçu son colis. Le fin mot de l'histoire, même si vous achetez dans un magasin virtuel, les obligations du commerçant, elles, sont bien réelles.
La semaine dernière, nous vous avons parlé du podologue ontarien Pierre Dupont. M. Dupont est un ancien dentiste québécois, radié à vie par son ordre professionnel. Il s'est recyclé en podiatre au Québec et a abouti comme podologue à Ottawa. La facture a appris du nouveau. À la demande même de l'Ordre des podologues d'Ontario, Pierre Dupont a été suivi par un superviseur à son arrivée dans cette province. Mais fait étonnant, l'Ordre des podologues de l'Ontario n'a pas consulté le rapport de ce superviseur avant d'émettre un permis de pratique à Pierre Dupont. Dans un autre ordre d'idées, nous vous avions parlé l'an dernier de liberté d'expression. La chaîne d'hôtels Jarreau poursuivait Laurent Azoulay, un de ses clients, qui se plaignait d'avoir été piqué par des punaises de lit. M. Azoulay avait parlé de sa mésaventure sur le site TripAdvisor en recommandant d'éviter l'hôtel en question. Jarreau le poursuivait pour 95 000 $. Jarreau et lui en sont arrivés à une entente. La poursuite tombe, chacun paie ses frais juridiques et M. Azoulay reconnaît qu'on ne pouvait pas parler d'épidémie de punaises à cet hôtel. Nous vous en reparlerons. Voilà, c'était la dernière émission de La Facture pour cette saison. Où que vous soyez dans ce grand pays, amoureux de la langue française, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un très bel été.